Je suis Philippe Trintignac, bienvenue dans Impact, le podcast proposé par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Dans chaque épisode, nous échangeons avec une personnalité locale pour découvrir son parcours et explorer avec elle la notion d'impact. Quelle personne l'a le plus influencé dans sa carrière, dans sa vie? Quel impact veut-elle avoir sur son organisation, sur son territoire? Quelles traces peut-elle laisser autour d'elle? Nous donnons la parole à celles et ceux qui osent, qui font bouger les lignes, qui entreprennent, bref, qui veulent avoir de l'impact. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Didier Forestier. Didier Forestier qui est président-directeur général de Setforge Lorme, une entreprise industrielle spécialisée dans la forge et dans l'usinage, qui est basée à Lorme, à côté de Saint-Étienne, entre Lyon et Saint-Étienne. Bienvenue Didier dans cette émission, comment allez-vous? Très bien, bonjour tout d'abord et puis merci de votre accueil. Donc très content de venir partager ce moment avec vous. On va parler industrie avec Didier. Didier, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter le groupe Setforge et en particulier Setforge Lorme, la société que vous dirigez? Absolument, avec plaisir. Donc le groupe Setforge est une confédération de sociétés de forge. Donc ce sont 10 sociétés sur le territoire national en France. C'est un groupe franco-français euh, où des sociétés sont présentes dans le Grand Est, dans les Ardennes. Ce sont des places typiques de la forge. Le bassin ligérien, qui est également typique de la forge, la partie Thiers, qui là aussi tient une place importante dans l'histoire de la forge, et puis également à Laclette et dans la région parisienne. Donc 10 sociétés avec toutes des spécialités différentes. Spécialité sur le business ou spécialité sur la technique. Il existe de la forge à chaud et de la forge à froid. Quand on fait l'un, on ne fait pas l'autre et vice-versa. Et il existe des sociétés qui sont spécialisées dans l'automobile, d'autres non. Des sociétés qui sont spécialisées dans l'aéro et d'autres non. Donc voilà, donc chacun a sa place, chacun a sa technique et chacun a son business et ses clients. Ce sont 800 collaborateurs sur le territoire et environ 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur la société de l'Orme que je dirige, c'est une des 10 sociétés. Nous sommes 85, 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. Forge à chaud, avec des gros marteaux pilons, des pièces de 40 à 250 kilos qui s'adressent au marché du ferroviaire, de la défense, du machinisme TP, et également du textile. Donc une panoplie de pièces relativement différentes, et qui fait toute la richesse, donc sur des petites séries, petites quantités de pièces, mais parfois grosses pièces. Vous forgez, vous ne fondez pas. Est-ce que Absolument. vous pouvez nous expliquer la différence entre la forge et la fonderie? Alors oui, c'est 2 technologies qui sont issues de la métallurgie. Les 2 ont leur place. La fonderie ouvre la voie à des pièces de forme très complexes. Et la forge ouvre la voie à des pièces peut-être un peu moins complexes, mais avec une résistance mécanique beaucoup plus importante. Tout simplement parce que la forge va utiliser on va partir de barres qui sont déjà laminées et sur lesquelles on va trouver des fibres, comme le bois. Et on va utiliser ces fibres pour les déformer et faire en sorte de les resserrer ces fibres, ce qui amène de la résistance mécanique aux pièces. Et c'est ce qui fait finalement la force de la forge. C'est d'avoir des pièces qui sont mécaniquement extrêmement résistantes, ce que n'apporte pas la fonderie, mais la fonderie apporte la réalisation de pièces beaucoup plus complexes. La fonderie, on va travailler avec de l'acier en fusion. Donc on va dépasser les 1350 degrés qui est le point de fusion de l'acier. La forge, on va travailler à 1250 degrés, donc 100 degrés en dessous du point de fusion. Mais l'acier est encore à l'état solide, très malléable, et on va le façonner et déplacer la matière pour faire des pièces de forge avec ces fameuses fibres qui donnent cette caractéristique mécanique qui est apportée par la forge. Parlons un instant de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à diriger Setforge Lorme? Alors j'ai un parcours un peu atypique.
Je suis rentré dans le monde du travail avec un DUT de génie mécanique en poche, c'est-à-dire le bac plus de 2 années après le bac, et j'ai intégré une société stéphanoise qui s'appelait, PCI SEM. Cette société, c'était une société qui fabriquait des machines d'usinage pour le groupe automobile PSA à l'époque. Voilà, donc des grosses machines de grande série qu'on allait installer dans les sites de production de ce constructeur automobile qui était basé essentiellement sur Metz et sa région ou sur Mulhouse. Et bon, j'ai travaillé, à l'atelier, j'ai appris le métier, puis le bureau d'études, puis, responsable bureau d'études et puis un jour, je me suis levé, j'ai dit: «Et maintenant?» Et maintenant, quand je suis rentré dans cette société, je me rappelle encore, j'étais face à un responsable ressources humaines qui avait mon âge en ce moment. Moi, j'en avais que 22-23 ans et qui, le premier jour de mon activité professionnelle, me dit: «Monsieur Forestier, bah, vous rentrez avec un bac+2, donc vous rentrez», il m'a sorti une grille avec, tel niveau, tel salaire et puis dans 40 ans, vous aurez ce salaire à cette position. Et je suis resté interloqué. Je me dis: «Mais c'est juste pas possible. Enfin, comment on peut accepter ça?» Et dans les C'était pas assez. L'évolution, c'était et pas. j'imaginais pas que mon évolution était déjà écrite sur quelque chose, voilà. Et 6 mois après ce premier entretien, où j'avais commencé à intégrer la société, j'ai été m'inscrire au CNAM au cours du soir pour passer un diplôme d'ingénieur parce que je me suis dit: «C'est pas possible, que mon avenir est déjà inscrit de cette façon-là». Donc j'ai fait l'effort d'aller au CNAM, ça a duré entre 8 et 10 ans, le fait de passer un diplôme d'ingénieur en cours du soir. C'était dur mais je le regrette pas. Et 10 ans après, je suis resté donc chez Pessi pendant 15 ans et un jour je me suis levé en disant: «Maintenant qu'est-ce que je fais?» Et je voyais pas d'avenir, pour moi, donc j'ai quitté cette société et j'ai été travailler dans le Jura. Donc décision importante, familiale, professionnelle. On a pris la décision avec mon épouse qu'elle restait sur Saint-Étienne et que c'est moi qui me déplaçais, voilà, donc je suis parti dans le Jura, où j'ai travaillé pendant 3-4 ans. Je revenais le mardi soir parce que mon fils était à l'école et le mardi soir, le lendemain, il y avait pas école, on pouvait passer une soirée, sympa en famille et donc je faisais l'aller-retour le soir au matin. Et c'est assez sympa, d'abord une belle progression professionnelle pour moi, une vision, différente et c'était dans la fonderie d'aluminium à cette époque-là, donc j'avais acquis l'usinage. Là, j'étais en train d'acquérir la partie fonderie, d'aluminium et puis, à un moment donné, on change de président et le nouveau président qui arrive, au détour d'une réunion, pose la question, voilà: «Nous sommes à la recherche d'une personne pour prendre la responsabilité de l'entité qui est à Barcelone, en Espagne». Et ça résonnait en moi, donc j'ai laissé passer la réunion, puis en fin de réunion, j'étais voir mon président, j'ai dit: «Écoutez, j'ai entendu ce que vous m'avez dit, ce que vous avez dit, ça m'intéresse». Et toute la question que lui se posait, c'est: «Est-ce que Didier Forestier sera capable, finalement, de prendre ce challenge-là et puis de le relever?» Sachant que c'était ma première expérience de management d'entreprise. Donc mais il m'a fait confiance et je lui dois tout à cet homme. D'accord. Je lui dois tout parce qu'il m'a donné sa confiance. Je suis parti là aussi seul en Espagne, mon épouse restant sur Saint-Étienne. Je faisais des allers-retours une fois par semaine. Donc c'était un sacrifice familial, mais quelle progression professionnelle, donc voilà. Et du coup, pendant les vacances, c'est mon épouse et mon fils qui me rejoignaient et pas le contraire, donc c'était sympa aussi. Donc et voilà, je travaillais en Espagne pendant 5 années, et puis nous nous sommes fait racheter par un autre groupe qui avait une usine à Thionville et j'ai pris la responsabilité de l'usine de Thionville. Le grand écart, tant au niveau climat qu'au niveau distance, qu'au niveau direction, qu'à tous les niveaux, toujours dans la fonderie d'aluminium. Et là, ça a duré jusqu'à la crise des subprimes, donc 2010-2011.
où on s'est pas entendu avec mon président, du groupe et j'ai préféré abandonner. Je suis rentré sur Saint-Étienne et là, j'ai pris la direction d'une société de maintenance de matériel de forge qui était basée à Thiers. Donc ouais, le parcours, j'ai fait le tour de France pratiquement, en étant à Thiers, spécialiste du matériel de forge en maintenance, mon premier client était cette forge et donc on a créé des liens et quand mon prédécesseur est parti en retraite, forcément avec le patron du groupe Cette Forge, on s'est entendu, on a discuté et voilà comment je suis arrivé dans le groupe Cette Forge en 2017, donc il y a pratiquement, 9 ans maintenant que je suis chez Cette Forge. Dans ce podcast, on parle d'impact et de personnes qui vous ont impacté dans Mmh, votre parcours. Donc j'ai bien compris que ce dirigeant qui vous a confié les rênes, absolument, de la société à Barcelone, fait partie des personnes qui ont eu de l'impact sur votre parcours. absolument. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors ça a un impact positif pour le coup, Ouais. cet homme, comme je l'ai dit, je lui dois tout. C'est une personne, Rémi Schmitt, qui était là en tant que manager de transition et qui m'a fait confiance et vraiment, j'ai beaucoup apprécié son contact et la façon avec laquelle, il m'a accompagné dans ce nouveau challenge ça a été pour moi le début de quelque chose. Donc oui, je lui dois beaucoup de choses. Mais aussi, il y a des impacts négatifs le président du groupe, lorsque j'étais à Thionville, qui était un président, autre, je ne citerai pas son nom par respect, mais à un moment donné, crise des subprimes, on sait tous, la difficulté d'évoluer dans une crise, surtout celle de conserver, d'accompagner nos salariés. Et on avait, décidé de faire une évolution salariale, malgré tout, faible, très faible, mais de donner un signe positif. Et je pense que c'était un signal très positif que de dire: «Oui, on est en difficulté, oui, on est en crise, mais on fait quelque chose, on fait l'effort également de faire quelque chose». Et puis on signe, tout le monde était d'accord, le président lui-même et cetera. Et puis quand, ça a été le moment de mettre en place, ces augmentations, j'ai eu un moment, une fin de non-recevoir une phrase qui m'a glacé le sang, qui m'a dit: «Mais le patron, c'est moi et si je te dis de pas le faire, tu le feras pas». Alors que moi-même, je m'étais engagé auprès de celle des salariés. Je m'étais engagé et il n'est pas possible pour moi de ne pas tenir un engagement. Je le vis comme une trahison et quelque part, c'est ce que j'appelle la ligne rouge, on n'a pas le droit. On ne peut pas, à un moment donné, heu, comment dire? Faire un accord avec nos salariés, prendre des engagements et ne pas les respecter. C'est au-dessus de moi. Donc c'est là où notre collaboration s'est arrêtée. Donc ça, c'est un impact négatif. En revanche, je suis content de l'avoir fait parce que j'ai conservé mes valeurs. Qu'est-ce que vous diriez à un candidat à l'emploi, heu, chez cette forge Lorme Mmh. pour qu'il vous rejoigne? Alors, vous savez, ça me rappelle, heu, l'une l'une des premières formations de management que j'ai suivies. Je devais avoir une trentaine d'années, 35 ans. J'étais dans une formation, managériale, parce que je m'apprêtais à prendre des fonctions de chef d'équipe à l'époque, voilà, donc c'était mon premier poste de management mes responsables, ont jugé qu'il me fallait une formation et je les en remercie aujourd'hui. Et donc dans cette formation, la première chose on était un groupe de 8-10 personnes. La première question que le formateur nous a posée, c'était de dire: «Selon vous, qu'est-ce qu'un bon manager?» Alors du haut de mes 35 ans, j'ai dit tout un tas de choses, mais surtout tout un tas de bêtises, quoi, hein, donc voilà, donc il y avait toutes les réponses possibles, le charisme, le savoir, le pouvoir, la communication, enfin et cetera. Toutes ces réponses-là que l'on entend et notre formateur les a pris une par une pour toutes les démonter. Donc il n'y en avait aucune de bonne réponse et il nous a dit la simple chose: «Qu'est-ce que c'est qu'un bon manager?» C'est une personne qui a la capacité d'être suivie par les autres.
et c'est la seule chose qui se mesure. Et effectivement, aujourd'hui, si on dit quand on est dans une position de manager, on dit: «Écoutez, la direction, elle est là, certes, elle est un peu loin, c'est un peu haut, mais on va y aller ensemble et puis on y va et on crée ce qu'il faut pour emmener tout le monde» et c'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est cette capacité à être suivi qui fait qu'on peut dire qu'on est un bon manager. Si on est seul devant et que les troupes sont, 100 mètres derrière, il y a un problème. Si les troupes sont 100 mètres devant et qu'on est 100 mètres derrière, il y a un problème. Donc c'est cette capacité de dire: «Je suis suivi par mes équipes sur les objectifs que je leur donne et qui finalement que je porte», ben voilà la qualité d'un manager, c'est celle-là. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est: «Est-ce que vous voulez m'accompagner dans le projet que je vous présente? Si vous voulez m'accompagner, montez à bord, quoi». Voilà. Et c'est un peu cette vision-là aujourd'hui, avec l'expérience, mon expérience, qui me dit, c'est comme ça que ça doit se passer. Vous en trouvez des ouvriers qualifiés sur la forge aujourd'hui où il y a une pénurie de main-d'œuvre? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire que le recrutement, je le décomposerais en 2 parties. Il y a une partie de ce que j'appelle les compétences. Si on va chercher un technicien de bureau d'études, un technicien de maintenance, heu, une personne pour la comptabilité, une personne pour le service RH. Ce sont des fonctions qui sont apprises, il y a des compétences, il y a des formations, il y a des écoles, et ça, c'est ce que j'appelle les compétences. C'est difficile, mais on arrive à en trouver. Sur la partie forgeron, les formations institutionnelles ont toutes disparu. Donc il n'y a plus aujourd'hui d'école qui forment au métier de forgeron, comme un métier de fondeur, comme un métier d'ajusteur-monteur, enfin tous les métiers techniques. Donc on ne trouve plus ça. Donc là, ce qu'on va rechercher, c'est de la ressource. C'est pas du tout péjoratif, hein. On va chercher de la ressource que l'on va former à nos métiers. C'est nous qui apportons la formation et c'est nous qui apprenons le métier, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs et beaucoup de partage. Et généralement, les personnes que l'on recrute comme celle-là, heu, si elles passent les 15 premiers jours, elles seront encore là dans 15 ans. Parce Voilà. que c'est très difficile? C'est pas que c'est difficile, c'est que ça peut rebuter, parce que ça fait du bruit, donc il faut se protéger les oreilles, parce qu'il fait très chaud, parce que les pièces sont à 1250 degrés et qu'elles sont à côté de pratiquement, là, parce que les pièces sont lourdes, donc il faut des moyens de manutention, en permanence, parce qu'on est très exigeant sur la partie sécurité. Donc on essaye de faire particulièrement attention à ça. Et donc tout ça fait que, oui, c'est rude. Je dirais pas que c'est difficile, c'est rude. Ça on a des conditions de travail qui sont rudes, mais la forge est un métier où on peut en tomber amoureux. Ah, je suis le premier à être, amoureux de la forge, mais on peut tomber amoureux de ce métier et on a des personnes aujourd'hui qui ont à peu près mon âge, hein, et qui ont passé leur carrière chez cette forge et on sent ces personnes qui sont investies, qui sont, voilà, totalement engagées dans ce métier-là et ça fait tellement plaisir. Et donc c'est aujourd'hui difficile de retrouver les mêmes profils que ces personnes de 60 ans, hein, très clairement, mais on y arrive. Voilà, c'est difficile, mais on y arrive. Et aujourd'hui, on va plus regarder cette partie, non pas compétence, mais comportementale des personnes qui viennent, chez nous, pour savoir ce qu'elles viennent chercher finalement. Quand on va chercher un travail, qu'est-ce qu'on va chercher? Si on va chercher un salaire, moi je leur dis aux jeunes: «Si vous venez chercher un salaire, vous vous trompez de maison. Moi, ce que je peux vous apporter, c'est un métier. Ce que je peux vous apporter, c'est un projet. Ce que je peux vous apporter, c'est une vision d'avenir. C'est ça que je vous apporte. Il n'est pas pour un salaire, c'est pas la bonne adresse, quoi. C'est Parce bien que le sûr, le le salaire d'un ouvrier forgeron qui débute, on est sur quel niveau? on va être sur du, 2 000 €, 2 000 €. Brut? Oui, brut. Et en fin de Alors après carrière en auquel fin de va carrière? en fin de carrière, ça peut aller jusqu'à 3 500. Et je parle de brut. Après, il y a toute la partie qui accompagne cette rémunération. On a des contrats d'intéressement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intéressement? C'est qu'on se fixe en début d'exercice
un budget. Bon, ce budget peut être à 0, hein, pour des questions de difficulté, de marché, de bref. Le tout, c'est quelle est notre capacité à respecter le budget, tout simplement. C'est pas de faire des étincelles, c'est notre capacité à respecter notre budget. Et ça ouvre droit de l'intéressement. Après, bien sûr que si l'entreprise fait des bénéfices, ça ouvre droit de la participation qui est, elle, légale et donc qu'on met en place. On a également un 13e mois. On a également des primes de panier, des primes d'équipe, et cetera. Donc voilà, il y a plein de petites, à côté qui apportent un plus en rémunération par rapport au salaire de base qui, lui, est une valeur faciale, sur le métier, quoi. Ouais. Dans l'industrie en France, on essaye beaucoup d'attirer les femmes et Oui, les jeunes. oui, Aujourd'hui, est-ce que vous avez des ouvrières? Heu, Est-ce que ce sont des métiers accessibles aux femmes, les métiers de la forge, ou c'est compliqué? bien entendu que c'est accessible et bien entendu que j'en recherche, mais malheureusement, j'en ai pas. Et Aucune? c'est aucune, Aucune aucune, ouvrière? aucune ouvrière. On a des femmes qui sont employées dans l'entreprise sur des postes support, comptabilité, RH, HSE, voilà, c'est les métiers support à la production, mais en production, malheureusement, on n'a pas. Et aujourd'hui, on travaille énormément cet aspect-là, non pas que pour les femmes, mais pour l'ensemble des collaborateurs, d'être, alors le mot attractif me plaît pas beaucoup, mais d'avoir comment dire? D'avoir des conditions de vie améliorées dans l'entreprise. Voilà. Il y a pas très longtemps, on a refait l'ensemble des vestiaires et des douches parce que forcément, le métier de la forge est un métier salissant, donc quand les personnes ont fini leur poste de travail, certains sont noirs de la tête aux pieds. Et ils ont besoin de se doucher et donc on avait des douches qui dataient de 40 ans, quoi, donc usées, pas envie, enfin bon, ouais. On a tout refait. Donc la partie vestiaire, la partie, des douches, des sanitaires, et autres pour améliorer les conditions de vie dans l'entreprise. Voilà. Pour la partie vous comprenez bien que ce métier-là, quand il fait 40 degrés ou 45 degrés dehors, c'est épuisant, épuisant. Et donc, dans tous nos ateliers, les salles, de repos sont climatisées. Voilà. Ce qui permet et quand il fait des canicules comme ça, on fait en sorte, on ne regarde pas. On ne regarde pas ce que les gens prennent comme pause, le temps de pause, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Voilà. Si on fait 3 pièces de moins dans la c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que les personnes repartent chez elles, d'une façon, comment dire? Comme elles sont arrivées le matin, quoi, hein, qu'on n'ait pas de personnes qui fassent des malaises ou des choses comme ça quand c'est des canicules. Et donc on a climatisé, il y a des fontaines d'eau à réfrigérer, il y a des frigos, il y a voilà, on essaye d'apporter cette bienveillance sur les conditions de vie au travail. Vous avez d'autres, casquettes que celle de dirigeant de cette forge l'Orme. Vous êtes aussi président du club d'entreprise, GIE, Oui, et vous êtes aussi membre du bureau de l'UIMM Loire. oui. Pourquoi, vous vous êtes engagé, dans Alors, ces 2 organisations? pourquoi je me suis engagé? Je me suis engagé, je veux pas dire malgré moi, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, mais, heu, il y a eu l'avant-Covid et il y a eu l'après-Covid. Et au milieu, il y a eu cette période un peu difficile qu'on a tous traversée ensemble, qui a été difficile pour tout le monde. Et pendant cette période-là, je me suis, moi, beaucoup intéressé à la partie énergétique de l'entreprise. Et on s'est rendu compte finalement à ce moment-là, que, on avait enfin moi je m'en suis rendu compte à ce moment-là, qu'on avait une dépense énergétique énorme sur l'entreprise parce que forcément il faut chauffer des lopins d'acier de 200 kilogrammes à 1 250 degrés. C'est très énergivore. On a le traitement thermique derrière, on réchauffe les pièces à nouveau et là aussi c'est très énergivore. Ce sont des machines qui travaillent à l'air comprimé, donc on utilise beaucoup d'électricité pour des compresseurs, c'est très et on s'est rendu compte finalement qu'on avait une dépense énergétique qui était monumentale. Et fort heureusement, on s'en est rendu compte pendant le Covid, c'était avant la crise énergétique. Donc ça nous a permis de comprendre où on consommait, comment on consommait.
On a travaillé ça avec mon responsable maintenance et on a commencé à installer des compteurs connectés dans l'entreprise. En particulier sur l'eau, la ressource eau. Parce que l'entreprise a une 120 ans d'âge, donc ses artères ont à peu près le même âge et donc sont fragiles et parfois on avait des fuites sur les réseaux d'eau qu'on ne décelait qu'1 mois ou 2 mois après et pendant tout ce temps-là, cette eau qui était gaspillée, on savait pas le on enfin, voilà. Donc on a mis des compteurs connectés de partout. Aujourd'hui, on sait exactement à chaque, minute ce que l'on consomme et c'est pas parce qu'on mesure qu'on consomme moins, c'est parce qu'on mesure qu'on réagit beaucoup plus vite. Et donc cette réactivité beaucoup plus rapide nous permet, justement d'aller tout de suite sur la problématique et on consomme pas moins, mais on gaspille plus. Et rien que ce gaspillage-là nous a fait réduire de pratiquement 50 de notre consommation d'eau. On a été tellement satisfait de ça qu'on l'a mis sur la partie électricité et puis après sur le gaz. Et aujourd'hui, on a des compteurs connectés qui sont partout sur la partie, énergétique. Et ça, quand on a commencé à en parler, ça a fait boule de neige, surtout quand la, crise énergétique est venue, 1 an ou 2 après. Et forcément, on a été visible, donc j'étais visible par le Club J, auquel j'adhérais, visible par l'UMM parce que notre solution les intéressait et tout ça finalement a mis cette forge en lumière et finalement, bah, j'ai été un peu, appelé à témoigner, enfin et cetera. Puis de fil en aiguille et bah, d'être un peu plus présent et être élu président du Club J et membre du bureau à l'UMM. Voilà ce qui m'a apporté et finalement aujourd'hui, j'apporte cette vision-là, ces valeurs qui sont les miennes sur le management, de mettre l'homme au centre des préoccupations parce que c'est vous avez compris, c'est ma valeur quoi, c'est vraiment ça. Dans tous les domaines. Heu, L'UMM est un syndicat, on le sait. Bien sûr qu'il faut défendre l'économie industrielle dans notre société. Faut pas en oublier les hommes, c'est important. Le club J, c'est un club qui réunit aujourd'hui 178 entreprises sur la vallée du Gier et un peu les alentours. Heu, c'est important parce que le club J le Gier a une comment dire? Une histoire industrielle monumentale et qui bien sûr, est parti un peu en déliquescence, c'est depuis les années, 90-2000. Mais aujourd'hui, c'est important de faire revivre ça et c'est important que les industriels puissent, se regrouper, parler de leurs difficultés, échanger, et puis un truc tout simple, par exemple, entre industriels, et bien, quand on se connaît, on se pique pas les talons. Donc il y a cette façon de dire, on c'est une sorte de d'accord tacite de dire: «Eh ben, je veux pas chasser sur tes terres, tu viens pas chasser». Voilà, c'est et quand quelqu'un se présente d'une entreprise, on dit: «Tiens, cette personne, de chez toi est venue chez moi pour, tel poste, tu es au courant, tu es pas au courant, il y a une difficulté», et cetera. Voilà, ça apporte un peu, je dirais, de dialogue entre les industriels de la vallée du Gier. C'est pas un club pour faire du business, c'est vraiment un club pour regrouper les entreprises, parler des problématiques, essayer de trouver dans le réseau, pour certains d'entre eux, qui pourrait lui amener une solution, voir de l'extérieur, de créer des événements entre nous qui soient plus festifs et sortir un peu la tête de l'eau et sortir un peu du cadre du travail. Ce sont des adhésions d'entreprise, c'est-à-dire que c'est pas uniquement le dirigeant qui est concerné, c'est l'ensemble de la société. Et on peut faire un événement, par exemple, sur l'informatique et que ce soit pas le dirigeant, mais le responsable des systèmes informatiques qui viennent au club J avec la même adhésion. Et ça crée finalement cet échange de bonnes pratiques entre tous les métiers des entreprises. Et c'est un peu ce que je voulais, ce que je recherche et donc on est dans cette thématique-là. Revenons-en à cette forge Lorme. Oui. Quels sont vos enjeux 2026? Alors les enjeux de 2026, on a traversé, 2025, où on vient de 2000, enfin si je reprends un petit peu la période post-Covid, 2023, une année monumentale
tellement de travail qu'on avait des équipes qui étaient épuisées parce que, heures supplémentaires tous les samedis parce que enfin, mon Dieu, j'espère ne jamais revivre ça. Parce que pour quelle raison en 2023? Parce que, bah, c'était l'explosion post-Covid où tout le monde avait besoin de pièces et tout le monde voulait être servi avant les autres. Donc, je passais ma vie à éteindre des incendies tous les jours avec mes clients pour leur dire: «Oui, on a bien pris en compte, mais voilà, ça sera pas forgé tout de suite». C'était un moment très difficile, très difficile. Trop de travail, trop de travail. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai que c'est épuisant aussi le trop de travail. 2024, une année tout à fait normative, superbe. 2025, très bonne jusqu'à septembre et on a passé le dernier trimestre de 2025 plutôt difficile. Alors quand je dis difficile, je parle d'activité, hein, donc on a mis de l'activité partielle en place, on a essayé de la minimiser forcément, donc un impact sur les salariés, hein, j'en ai bien conscience. Et l'enjeu, c'était de revenir à un niveau, justement, en 2026 qui soit de nature à éviter ces variations de charges qui sont pesantes pour tout le monde, tant pour les organismes que pour le mental. Quand, des salariés, j'ai bien conscience, rentrent chez eux le soir et disent à leur épouse, «Bah, tiens, on m'a encore chômé une semaine, le mois prochain», c'est pas bon, quoi. Et je comprends bien les salariés qui ont des salaires, des revenus qui sont relativement faibles, qui sont encore grevés par, l'activité partielle. Je sais que c'est difficile. Donc, Cette baisse d'activité fin 2025 étant liée à une baisse des carnets de commandes, tout oui, simplement? tout Et une simplement. contraction de l'économie, Oui, chez vos clients? oui. De l'attentisme, beaucoup d'attentisme et puis après on arrive sur la fin de l'année. La fin de l'année, tous nos clients essayent de soigner leur propre bilan, donc vident les stocks, font en sorte qu'il n'y ait plus de stock en fin d'année, donc commandent moins, et tout ça, tout cumulé là, on était dans une activité qui était à 70 quoi. Et là, sur le Donc, début de l'année de 2026, vous avez quelques signaux de redémarrage? et après donc on a passé les congés de Noël où on a fermé pendant, 15 jours, donc, 1 semaine de vacances et 1 semaine d'activité partielle. On a redémarré le mois de janvier. Avec, je l'avoue, un peu d'incertitude, un peu de crainte, et au 15 janvier, je ne sais pas l'expliquer, au 15 janvier, les commandes ont de nouveau, afflué dans l'entreprise et à aujourd'hui, l'entreprise a une activité qui est soutenue et qui est pleine jusqu'au mois de juin. Donc on a une visibilité qui est un peu plus importante jusqu'au mois de juin et j'ai pas de doute aujourd'hui que ce qui se passe maintenant jusqu'au mois de juin va continuer, jusqu'à la fin de l'année, j'en suis à peu près persuadé. Donc plutôt aujourd'hui, on a retrouvé cette normalité, et c'est une, très, très bonne nouvelle pour nos salariés. Je crois que sur la question de l'énergie, vous êtes en train ou vous avez, électrifié Oui, une ligne de je sais oui. une Alors de vos lignes parce que vous forgez avec des fours à gaz, oui, c'est ça? aujourd'hui, on forge avec des fours à gaz et on a le traitement thermique derrière, puisque toutes les pièces forgées sont traitées thermiquement et on a le traitement thermique qui est également avec des fours qui fonctionnent au gaz. Hem, Passer à l'électrique, c'est décarboner, d'une oui, part, complètement, et c'est gagner en coût énergétique aussi, demain? pas forcément. Pas forcément. Alors, l'électrification, elle est, heu, pour que tout le monde comprenne bien, heu, investir dans une entreprise pour décarboner, uniquement pour décarboner, en toute honnêteté, ça n'a pas de sens. Parce que décarboner, ça ne vous apporte aucun retour sur investissement. Si ce n'est d'avoir, de dire: «Voilà, je suis bas carbone» mais ça, personne ne veut l'acheter. Vos Donc, clients, vous interrogent pas sur ces questions de décarbonation? certains d'entre eux, oui, d'autres pas du tout. Je vais vous donner un exemple, sans trahir de secret, on a un client américain qui s'appelle Caterpillar. Vous leur parlez de RSE, mais ils ne veulent pas en entendre parler. Ça rentre pas dans les cases. Voilà, en revanche, on a un client qui s'appelle Volvo qui est en Suède. Alors lui, c'est le contraire. Lui, il est très attentif et il nous demande même l'empreinte carbone de nos pièces. Donc, 2,
voilà, 2 visions très différentes, mais pour la même forge. Donc, oui, c'est important. On s'intéresse beaucoup à la décarbonation. On est pionnier, je pense, dans cette vision-là. On a commencé très tôt, hein. Aujourd'hui, notre bilan carbone est fait. On va jusqu'à calculer l'empreinte carbone de nos pièces. Donc on a une vision, on est ISO 50001, c'est-à-dire qu'on a la certification sur la maîtrise de l'énergie dans l'entreprise. C'est-à-dire on sait exactement quel usage énergétique, consomme le plus. On a une cartographie qui est vraiment extraordinairement précise. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, on a une ligne de traitement thermique, et je parle bien de traitement thermique, qui a à peu près 40-45 ans d'âge. Alors je veux dire que c'est jeune, hein, par rapport à moi, mais cette ligne de traitement thermique aujourd'hui, comment dire? Elle donne tout ce qu'elle peut donner, mais les exigences de nos clients ont tellement augmenté que finalement, on voit bien qu'on est à la limite de ce que cette ligne peut apporter en termes de caractéristiques mécaniques. Et on se pose la question aujourd'hui, on se dit, bah, techniquement en parlant, il faut qu'on change cette ligne. Et c'est là où intervient l'électrification et la décarbonation, parce qu'on va investir industriellement dans une ligne qui devient, qui est nécessaire pour apporter, je dirais, la qualité à nos clients. Posons-nous la question, sur la partie carbone. Et c'est là où on se dit: «Bah oui, ce serait peut-être préférable de le faire, des fours de traitement thermique électriques plutôt qu'au gaz». D'abord parce que ce sont des fours qui travaillent en enceinte fermée, donc l'électrique a toute sa place, hein. C'est comme un four de cuisine qu'on n'ouvre pas toutes les 5 minutes, ça régule et l'électricité apporte une meilleure régulation que le gaz. Donc on a tout intérêt à le faire. Et du coup, ça nécessite, moins d'entretien et c'est plutôt une bonne voie. Donc c'est en ça qu'on s'intéresse aujourd'hui à l'électrification des fours de traitement thermique. Donc c'est un vrai projet qui a été monté, il y a quelques années de ça et soutenu par l'ADEME, avec une prise, en charge de la partie, investissement. Et très récemment, on a déposé un dossier le même projet, alors qui remplacera l'ADEME si jamais nous sommes retenus, hein, donc c'est pas cumulé, au niveau de l'Europe, sur, quelque chose qui s'appelle Heat Auction. Donc c'est vraiment une action sur la partie production de chaleur, et c'est bien ce qui nous intéresse. Et là où on pourrait, à la place d'avoir, une prise en compte de l'ADEME de 25 de notre investissement, on pourrait monter avec, l'Europe à hauteur de 50 du montant de l'investissement. Qui représente l'investissement à peu près un À montant? peu près autour de entre 3,5 millions et 4 millions. D'accord. Donc pour une entreprise comme la nôtre, avec 22-23 millions d'euros de chiffre d'affaires, on voit ce que ça représente et on voit finalement les résultats qu'il faut produire pour pouvoir se payer un investissement pareil. C'est pour ça que nous sommes à la recherche de subventions pour nous aider à décider finalement à se lancer dans ce projet-là, parce que si on n'a pas de subvention, jamais nous le ferons. Jamais nous le ferons. Est-ce que vous avez, été lauréat France 2030? Est-ce que vous avez postulé à Alors ce programme-là? pas France 2030, on l'a fait en 2000, post-Covid, avec l'ADEME, hein, qui était à l'époque, ça s'appelait pas France 2030, ça s'appelait, je ne me rappelle plus, c'était ça s c'était des projets, alors il fallait être dans l'automobile, il fallait être dans l'aéro, il fallait être, quelque part pour, avoir des subventions, de l'État, et on n'était ni dans l'un ni dans l'autre, et c'est pour ça que finalement, on est parti sur, l'économie d'énergie et la décarbonation, et c'est de là qu'est né tout, en fait. C'est de là qu'est née la vision des compteurs connectés, de s'intéresser à ce que chaque machine consommait aussi bien en électricité et en gaz. C'est là qu'est née la volonté d'être certifié ISO 50001. C'est là qu'est né tous ces projets-là sont nés avec ça. Donc si j'ai envie de dire que finalement, cette crise Covid, si on en oublie un petit peu les effets néfastes qu'elle a eus sur la santé, de la population française, nous a obligés, nous, à nous reposer des questions et nous a apporté finalement ce déclic à travailler sur la partie, énergétique, et ça a vraiment été un déclic pour nous.
Vous avez donc un engagement RSE Oui, fort. Quelles seraient les zones d'amélioration aujourd'hui chez cette forge d'Orme sur ces questions de responsabilité, sociale et environnementale? il y en a plusieurs, je ne vais pas vous mentir. Il y a vraiment si on veut, il y a toujours quelque chose à faire. De toute façon, toujours quelque chose à faire. Donc on est certifié ISO 14001, c'est-à-dire qu'on se dit respecter l'environnement. Nous sommes à côté d'une rivière qui s'appelle le Gier, donc on est vraiment, en limite de propriété, toute notre entreprise. Donc on fait très attention au déversement, on fait très attention à ce genre de choses. On a un parc acier, ce qu'on appelle un parc de matières premières, hein, qui est là. Ce qui serait intéressant pour nous, c'est de dire: on va couvrir ce parc acier». Alors ça représente peut-être, je sais pas moi, 4 000 m², c'est énorme. Couvrir cet acier avec une structure qui pourrait supporter des panneaux photovoltaïques et on ferait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'on protégerait le sol, du ruissellement de l'acier qui finalement va dans la terre et en même temps, on pourrait produire de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques et ça servirait de 2 ça servirait à 2 causes à la fois et ça a un impact relativement important et c'est sur quoi je me penche aujourd'hui, sur OK. cette vision-là. La deuxième chose, heu, qui dépasse un peu le RSE au niveau environnement, c'est de continuer de travailler sur l'aspect sécurité. On a vraiment on est dans un métier qui est accidentogène, j'en ai bien conscience et on voit bien que la 90 des événements, liés à la sécurité dans l'entreprise sont dus à une problématique de comportement. C'est exactement la même chose que sur la route. Pareil. La route, tout le monde connaît les règles, tout le monde connaît le code et pourtant, il se passe des choses. Donc c'est lié à du comportement. Et ça, c'est une vraie difficulté que l'on a parce que je pense que nos salariés travaillent, heu, pour essayer de bien faire les choses ou pour essayer de gagner du temps ou pour essayer de faire différemment pour aller plus vite, pour, et cetera et c'est là que se passent ces problèmes. Donc on a une vraie problématique et là, on est en train de développer, de travailler avec des logiciels, qui nous aident finalement à être plus ludiques dans l'apprentissage. Parce que c'est souvent ça, hein, c'est fastidieux de lire des fiches de poste au travail, de dire: «Il faut pas faire ça, ça il faut le faire comme ça». On parcourt, et voilà, et finalement on retient pas. Donc il faut trouver des outils plus ludiques qui intéressent aujourd'hui, les jeunes, qui leur parlent, avec, finalement ces messages qui sont, dedans et on a trouvé une société, un logiciel qui s'appelle, Dimeo, qui est extrêmement intéressant et on travaille avec des lunettes connectées où on filme finalement une opération, quelle qu'elle soit. Ça peut être une opération au poste, ça peut être une opération de changement d'outil sur, un pilon, sur une presse, et cetera et finalement, ça devient un support de formation, un support individuel de formation. Dire: «Bah, voilà, là, la personne elle fait ça, bah, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est voilà, elle se met en danger parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça» et cetera et c'est visuel et c'est beaucoup plus intéressant et interactif et on travaille beaucoup là-dessus et là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à progresser. Parlons maintenant un petit peu sous-traitants. Est-ce que vous parvenez à travailler avec des PME, des entreprises, locales? Mmh. Alors en ce qui concerne, l'approvisionnement, je crois que, alors vous utilisez de l'acier, de Oui. l'aluminium, du titane, Non, nous, on du n'utilise que de l'acier. De l'acier et de l'inox. de l'acier inox. Voilà, de Est-ce que l'acier. vous fournissez en France ou c'est pas possible aujourd'hui de se fournir en France sur de l'acier et de l'inox? Ça l'est toujours. Ça l'est toujours et on a pris le pari, et ça, c'est une décision du groupe, cette forge. On a pris le pari de, s'approvisionner exclusivement en Europe. Voilà. On va pas chercher de l'acier chinois, on va pas chercher de l'acier turc, on va pas chercher de l'acier américain, on reste exclusivement européen. Donc et assez frontalier avec la France. Donc on a l'Espagne, on a l'Allemagne, on a la France, on a qui c'est que j'oublie? L'Italie, et on a la Suède. Voilà, donc ce sont nos fournisseurs d'acier qui sont exclusivement européens. C'est pas forcément un choix économique,
mais c'est un choix de raison. Et on voit bien aujourd'hui ce qui est en train de se passer avec les règles qui sont en train de se mettre en place tout doucement. Et ça, c'est porté par, la fédération. Il y a une fédération de la forge fonderie, hein, dont le président de cette fédération est le président du groupe Sept Forges. Donc, intéressant. Et on sent bien qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour sécuriser justement et se prémunir contre cette concurrence chinoise qui est pas très loyale, hein, admettons-le. Et donc il y a des règles qui sont en train de se mettre en place. Et à aujourd'hui, toutes les sociétés européennes qui vont se fournir et s'approvisionner en dehors de l'Europe auront demain des difficultés. Parce qu'à un moment donné, les taxes vont arriver, c'est indéniable, c'est inévitable, c'est écrit. À quelle échéance, je ne le sais pas, mais c'est inévitable, on y arrivera. Et donc nous, on a fait le pari de dire: «On reste en Europe». L'acier Aujour chinois est moins cher parce qu'il est moins taxé, Non, parce qu'il est subventionné c'est subventionné. par l'État chinois, tout comme le sont les véhicules électriques qui rentrent aujourd'hui en Europe, qui sont subventionnés par l'État chinois. L'analyse que j'en fais moi, c'est qu'aujourd'hui, c'est la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire qu'on va, envahir de produits, toutes les pays européens avec des prix sacrifiés. Certes, on va perdre de l'argent pendant 15 ans et puis une fois que le sol sera rasé, il n'y aura plus que nous, quoi. Et c'est ça aujourd'hui la politique chinoise et dans tous les domaines. Donc si on se prémunit pas contre ça, on va y laisser notre industrie, c'est clair. Donc on a intérêt aujourd'hui, on ne peut pas se battre à armes égales aujourd'hui avec des produits chinois. C'est pas possible. Donc il faut qu'on se batte avec d'autres armes et c'est l'arme législative, à mon avis, qui, va nous sauver, qui va sauver notre industrie. Mais il faut que nos dirigeants européens soient conscients et je pense que le virage est en train de se prendre. Heu et sur la partie acier, on a une société qui anciennement s'appelait Ascométal, dont un site est à Fos-sur-Mer, qui a été racheté par un sidérurgiste italien qui s'appelle Marcegaglia, qui produit en France, donc à Fos-sur-Mer, et on achète beaucoup de produits à cette aciérie. Donc oui, sur l'approvisionnement, on est et français et européen, mais pas au-delà. Et sur l'aspect des sous-traitants, on essaye de travailler très localement. Heu, alors quand je dis localement, ça va un peu plus loin que le département, mais c'est au moins sur la région. Voilà. C'est au moins sur la région pour que ce soit accessible avec, un déplacement en véhicule, qu'on puisse, aller voir si jamais il y a un problème, si de se déplacer, enfin et cetera et cetera. Mais oui, on travaille avec des sociétés, qui sont, allez, on va dire, 80 de nos sous-traitants sont à moins de 30 kilomètres de la société. Ah oui. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, en particulier sur la maintenance parce qu'il faut de la réactivité, sur de la haute tension par exemple, sur des choses comme ça, enfin, du dépannage de machines, voilà, on essaie d'être très local, oui, très Ouais. local. Est-ce que l'intelligence artificielle a un impact sur Complètement, votre activité? Comment mais vous l'utilisez, l'intégrez? alors, on se prépare aujourd'hui à l'utiliser, on l'utilise pas encore. À titre personnel, je l'utilise. Au niveau du travail, je l'utilise pas encore. Heu, Pourquoi? Parce qu'on a d'abord un travail à faire sur la sécurisation des données. Aujourd'hui, on sait que la cybersécurité est un comment dire? Un sujet à part entière et on doit d'abord structurer nos données pour s'assurer que, on va travailler dans un milieu fermé. Alors, ce milieu fermé, aujourd'hui, il existe chez nous. Ce qui n'existe pas encore, c'est la structuration des données. C'est-à-dire que les données soient suffisamment structurées pour qu'un outil type IA puisse aller piocher dedans et nous servir ce qu'on en recherche. Et on est en train de travailler sur cette structuration de données. Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur le sujet. On s'inspire de sociétés qui sont beaucoup plus en avance que nous sur le sujet. Des sociétés comme, Michelin, comme, voilà et des gens qui ont vraiment fait un travail colossal avant nous, donc qui ont vu cette vision, qui ont eu cette vision beaucoup plus tôt que nous et aujourd'hui ils sont très en avance et on se sert de leur expérience en communiquant avec eux
pour travailler sur le sujet. Mais oui, bien sûr que c'est un domaine qui va très, très vite, sur lequel je pense qu'on est je ne veux pas dire qu'on est un peu en retard, mais je le crois un peu quand même, mais et donc on travaille dessus et on travaille aussi sur la nouvelle révolution qui va arriver, tout comme l'intelligence artificielle, c'est les humanoïdes Les et je robots. suis oui et je suis persuadé aujourd'hui que dans 10 ans 10 ans, il y aura des humanoïdes dans les entreprises et peut-être pas que. D'accord, donc à quoi ressemblerait, cette forge, Lorme dans 15 ans? L'usine du futur? L'usine du futur. L'usine du futur, aujourd'hui, nous sommes en pleine modernisation justement de l'entreprise. On est en train d'investir beaucoup dans les moyens de production pour essayer de moderniser et ça fait partie de l'attractivité également, hein. Quand on rentre dans une usine et qu'on voit que c'est moderne, ça fait envie d'y aller. Donc on travaille beaucoup sur le sujet. Mais, je pense qu'il y a des postes qui aujourd'hui sont relativement peu attractifs. Il faut être conscient de ça et on travaille. On travaille avec des écoles. On travaille avec des centres de recherche sur des parce que vous savez, heu, on parle de robotisation. La robotisation, on dit que c'est une solution à tout. Mais quand on commence à se pencher sur la technique qu'il est nécessaire de mettre en place pour, meuler une pièce de forme gauche, là, ça commence à être, un peu plus difficile et en fait, mis à part meuler toute la pièce pour être sûr de rien oublier, mais c'est pas forcément ce qu'on veut parce qu'il y a peut-être pas l'utilité de le faire. Donc on est en train de travailler sur une donnée où par exemple c'est l'œil humain qui décide toujours, qui va dire: «Bah, sur cette pièce-là, je veux muler à cet endroit, à cet endroit et à cet endroit» et c'est l'intelligence artificielle qui va calculer la trajectoire du robot pour faire en sorte de rentrer en collision avec rien et venir meuler uniquement ces zones-là. Donc c'est facile à dire, mais ça fait 2 ans qu'on travaille sur le sujet et aujourd'hui on a des démonstrateurs, donc ça veut dire qu'on est dans la bonne direction et on a bon espoir d'y arriver d'ici encore 2 ans. Mais voilà, donc ça, c'est une voie. Je pense que les humanoïdes, c'est pas une, on a quitté la science-fiction, c'est chez nous, c'est maintenant, c'est là. Et je pense qu'il y a des postes, pas tous, hein, mais allez, on est 85 sur 85, il y a facilement 2 à 3 postes qui pourraient être effectivement remplacés par des humanoïdes, demain. Donc, oui, c'est de l'automatisation, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, mais toujours dans le respect, de mettre l'homme au centre de l'entreprise. On a parlé Mmh. souveraineté industrielle, on a parlé décarbonation, on a parlé énergie, on a parlé de l'usine du futur. Didier Forestier, si vous étiez, nommé ministre de Mmh. l'Industrie, pendant 1 an, Mon Dieu. ministre français de l'Industrie, quelle serait votre principale mesure? C'est une question très difficile que vous posez parce que, j'ai pas la prétention de connaître toute l'industrie. Je connais par contre très bien mon entreprise, très bien mon secteur. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on souffre le plus, c'est de se battre contre des c'est de se battre à la déloyale. Voilà. On en a parlé tout à l'heure, on voit rentrer dans tous les domaines possibles, des produits, asiatiques. On va pas cibler que la partie chinoise, mais on voit rentrer des produits asiatiques dans une concurrence qui est totalement déloyale. Je vois le mal que ça fait dans les entreprises et dans l'industrie. Le nombre d'emplois qui a été perdu, si on parle que de 2025, c'est énorme et on peut plus accepter ça. On n'a pas le droit d'accepter ça. On peut pas notre industrie n'est pas à vendre, hein. On doit on doit enfin, on ne pourra pas être une grande nation si on n'a pas de l'industrie, ne serait-ce que pour la souveraineté, ne serait-ce que pour, donner à manger à nos enfants et petits-enfants. L'industrie, c'est le cœur c'est le cœur du réacteur, quoi. C'est là que ça se passe et on est en train aujourd'hui de laisser cette industrie à la dérive et je pense que si, j'étais ministre et je souhaite pas l'être, hein, je c'est pas une campagne. Si j'étais ministre, voilà, toute mon énergie irait là-dedans. C'est-à-dire comment préserver, première étape et comment développer, deuxième étape, l'industrie en France et on n'en prend pas le bon chemin, en toute honnêteté. Donc voilà.
On va, bientôt clore, cette émission. Je vais terminer avec, voilà, par quelques questions rituelles un peu Mmh. plus, personnelles. On a parlé jeunesse et industrie, mais d'une façon générale, qu'est-ce que vous diriez à un jeune, aujourd'hui, qui se lance sur le marché du travail? Pas forcément, dans le milieu Mmh. industriel, mais voilà, si vous voulez en parler, pas de problème. Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui se lance sur le marché du travail? Le conseil que je lui donnerais, c'est, sois courageux. Voilà, ne regarde pas l'aspect matériel des choses. Heu, ne réfléchis pas à court terme. Réfléchis, voilà, vois les 10, 15 prochaines années. C'est pas ce que tu fais dans les 3 mois qui vont venir, c'est pas le salaire que tu vas gagner dans les 3 mois qui vont te conditionner les 10 ans qui viennent. C'est le contraire. C'est les 10 ans que tu es en train de regarder qui vont conditionner les 3 premiers mois et c'est pas pareil. Et ça, c'est une vraie difficulté qu'ont les jeunes aujourd'hui de se projeter. Je pense que aussi notre, comment dire? Notre actualité ne les aide pas, j'en ai bien conscience, mais c'est ça et audace, courage et vision lointaine. Quelle est la meilleure décision que vous ayez prise en tant que dirigeant de cette forge, Lorma? La meilleure décision que j'ai pu prendre, c'est l'investissement lourd, hein, c'est l'investissement d'un nouveau marteau pilon, qui est en train de démarrer actuellement là, donc un pilon de 300 kilojoules, alors ça vous parle pas, mais un pilon de 300 kilojoules, c'est des masses de 45 tonnes qui bougent. Pour vous donner un peu une vision, la mise en place de cet investissement a été une décision très difficile à prendre. Et puis, je l'ai pas pris seul, on l'a pris avec l'équipe et on a dit: «Allez, on y va». Ça nous engage sur les 5, au moins 5 prochaines années. C'est-à-dire que sur les 5 prochaines années, on a une obligation de résultat, quoi. Si on veut et donc ça, c'est des décisions qui sont difficiles à prendre parce qu'on sait qu'on engage quelque part l'entreprise, mais ça veut dire qu'on y croit aussi. Donc c'est ce mélange-là justement de crainte, d'envie d'y aller et puis de voir l'avenir et tout ce mélange-là se mélange dans la tête, enfin et cetera. Puis à un moment donné, allez, on y va et puis, une fois qu'on a pris les décisions, on arrête de regarder derrière et on regarde devant. Quel impact vous ou quelle trace vous aimeriez laisser, s Je sais pas si on peut parler de ça, mais la seule idée que j'aimerais qu'on garde, une fois parce que je suis pas très loin de la fin de la retraite, enfin de ma vie active donc ce que j'aimerais qu'on garde, c'est finalement une personne, où l'es où la comment dire? La vision humaine était plus importante que le reste. Voilà, c'est ça que j'aimerais que quand on parle de moi, c'est ce que j'aimerais qu'on dise, voilà. C'est est-ce qu'il y a des hobbies, des routines que vous avez, que vous pouvez partager, qui vous aident à évacuer mon le Dieu, oui. quotidien? Je suis j'avais failli employer 2 mots qui est, heu, j'adore le bricolage. J'allais dire un as ou un roi, je sais pas, mais je Vous êtes voilà. doué. Je suis doué et j'adore ça et c'est vraiment ce qui aujourd'hui quand j'attaque un chantier à la maison, quel qu'il soit, j'évacue tout. Je voilà, et ça, c'est vraiment ce qui je fais beaucoup de ski, je fais beaucoup de ski, mais je non, je veux pas le dire parce que je vais être, mais aujourd'hui, quand je fais du ski, j'arrive à penser à autre chose que le ski, donc ça va pas. D'accord, c'est vraiment le C'est bricolage vraiment le bricolage dans qui lequel vous ouais, d'accord, très bien. je m'évade. Est-ce qu'il y a un auteur ou un livre qui vous a beaucoup marqué? Alors beaucoup marqué, je ne sais pas. Je suis pas un très grand lecteur. J'avoue que je lis beaucoup la presse, je lis beaucoup, mais je suis pas un très grand lecteur de livres. Heu, il y a des un lecteur que j'ai beaucoup un auteur que j'ai beaucoup aimé, qui est devenu maintenant, mais c'est Tom Clancy.
Tom Clancy qui a fait des ouvrages sur l'espionnage, la partie, quand c'était le moment de la guerre froide, et j'ai en tête ce livre Octobre rouge que j'avais acheté et lu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion, avec cette description de la vie sous-marine dans un sous-marin, enfin et cetera. J'ai adoré et quand j'ai vu le film, forcément, j'ai été un peu déçu. Mais et après j'ai acheté tout le parce qu'il y a eu tout un tas de La somme de toutes les peurs et cetera et cetera et j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres de Tom Clancy. Puis après, comme tous les auteurs, on a l'impression de tourner un peu en rond et j'ai un peu abandonné donc voilà. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué parce que il arrivait à me faire visualiser toutes ces comment dire? Cette description et j'ai beaucoup apprécié, ouais. Pour terminer, si vous aviez 1 heure, de votre temps et vous aviez le choix de passer cette heure avec une personnalité, que vous appréciez, que vous admirez, qu'elle soit vivante ou décédée, laquelle serait-elle? Ouh, hem, j'aimerais bien, j'aimerais bien, parler 1 heure, avec le général de Gaulle pour, lui demander d'où venait cette clairvoyance, d'où venait cette vision du futur qu'il avait, comment il se l'est, appropriée et ce qui en a suivi, toutes les décisions qu'il a prises, que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, j'aimerais savoir, heu, d'où est venu tout ça et ouais, ça me ferait plaisir de parler avec lui pendant un petit moment pour comprendre ce qu'a été cet homme qui aujourd'hui, on voit, a été un homme, alors avec ses faiblesses comme tout homme, avec, et cetera, j'en fais pas un dieu, hein, mais de voir un peu, comment il a appréhendé tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que les décisions qu'a pris le général de Gaulle dans plusieurs domaines, mon Dieu, mais heureusement, mais heureusement et toutes les personnes, tous les présidents qui lui ont succédé, heu, je pense que peu ont pris des décisions qui ont impacté la France comme lui en a pris. Donc voilà, j'aimerais bien, Je vous remercie Didier Forestier, avec plaisir. de cet échange passionné sur, l'industrie. On a bien senti, la passion, qui vous anime. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé à cette émission et C'est un plaisir, merci bien. avec plaisir et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission, d'Impact, le podcast. Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode d'Impact, le podcast de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles, cela aide à faire connaître le podcast. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube et plein d'informations sur notre page LinkedIn. À très vite sur Impact le podcast.